Visage. Voilà, merci Max Le Guen. Écoute, on est heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous, en tout cas pour faire une forme d'interview, d'échange entre nous autour de ces formations transformatrices, en particulier celle du CEPOP. Alors, je te propose que tu te présentes très rapidement et puis aussi tu dises un peu qu'est-ce que le nom du CEPOP, qu'est-ce que ça veut dire, puis après on va rentrer un petit peu dans cette connaissance de cette formation, dans la connaissance de cette formation. Voilà, merci. Donc, je m'appelle Max Le Guen, j'ai 57 ans et demi, comme disent les enfants. Je suis rentré dans les MJC à l'âge de 15 ans. Voilà. Je suis rentré dans les MJC parce que j'étais un fan de musique rock. Je le suis toujours. Et qu'à cette époque, mine de rien, dans la banlieue française, en région parisienne, c'est pas simple parce qu'on est un fan de musique rock, on est un peu sinistré, quoi. Il y a peu de lieux où on en fait, où on en joue, etc. Donc, je suis rentré au lycée intercommunal de Longjumeau, j'habite à Longjumeau, je suis rentré au lycée intercommunal. Et en entrant au lycée intercommunal, j'ai rencontré des jeunes qui habitaient à Chilly-Mazarin. Et en parlant musique avec eux, ils m'ont parlé de la MJC. À Chilly-Mazarin, il y avait une MJC. Et j'ai pris le bus pour aller à la MJC et j'en suis plus sorti. Voilà. Mon histoire, c'est celle-là. Voilà. Donc, ma vie, depuis que j'ai 15 ans, est liée à ce que sont les maisons de jeunes et de la culture. Et puisqu'elles m'ont ensuite payé un salaire, elles m'ont payé des études, elles m'ont fait découvrir le théâtre, le cinéma, la politique, plein de choses, voilà, que j'ai découvert grâce à cette institution incroyable qui s'appelle les Maisons de Jeunes et de la Culture, qui est une institution qui a été créée après-guerre, en 1945, et qui a été créée parce que, justement, la France avait collaboré durant la guerre avec les nazis. Voilà. La France de Vichy a collaboré avec les nazis. Alors ça, c'est un point important à dire, c'est que la France de Vichy avait une politique très forte en direction des jeunes. Normal, c'était une dictature. Donc, comme toutes les dictatures, ils ont toujours des politiques très fortes en direction de la jeunesse. Et c'est elle qui a créé l'administration du ministère de la Jeunesse et des Sports. Hein, vous voyez, cette administration a été créée par le système de Vichy. Ouais. Bref, je vous passe les détails, mais après-guerre, donc, la résistance a eu envie de dire qu'il fallait mener un travail de décontamination de ce qui s'était passé durant la guerre. Et déjà à cette époque, vous voyez, il est hors de question que l'État mène une politique en direction des jeunes. C'était quelque chose qui était impossible, interdit. Aujourd'hui, on demande à l'État ou aux villes qu'ils aient tous une politique en direction des jeunes. À cette époque, c'est impossible. Après-guerre, vous voyez, c'est impossible. Par contre, oui, on fait en sorte qu'il y ait des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire pour qu'ils aient une autonomie de pensée et d'action. Et donc, ce mouvement s'est donc créé en 1945 et il avait pour ambition d'éduquer à la démocratie. C'était ça l'ambition de ce mouvement des maisons de jeunes et de la culture. Moi, j'ai adhéré à ce mouvement-là. J'ai adhéré à un mouvement philosophique et d'idées. Et lorsqu'on dit maison de jeunes et de la culture, en fait, pour les gens qui avaient créé les maisons de jeunes et de la culture, il s'agissait de cultiver l'esprit de la jeunesse. Les maisons de jeunes et de la culture n'ont jamais été faites pour les jeunes. Elles ont été faites pour tout le monde, dont les jeunes. Par contre, il s'agissait de conserver l'esprit de la jeunesse. Et l'esprit de la jeunesse, c'était l'esprit du voyage, de la découverte et de la révolte. Voilà, c'était ça l'esprit de la jeunesse. D'accord. Après-guerre. Voilà. Donc, je suis devenu directeur de maison de jeunes et de la culture. À 21 ans, je suis devenu très, très jeune directeur et j'ai fait toute ma carrière. Puis, à un moment donné, j'ai décidé que j'étais à même de pouvoir former les directeurs de maisons de jeunes et de la culture. Merci, Max, de ce rappel là, concernant l'histoire des maisons de jeunes et ton engagement, toi, personnel là-dedans. Alors, en fait, là, toi, je sais que tu as monté cette formation pour les responsables de maisons de la jeunesse et de la culture. Alors,
est-ce que tu peux, justement, pour nous, c'est une question importante, si tu veux, c'est de dire un peu quel est le public qui est visé, tu vois? Quel type de public est visé dans ta formation? Et parce que pour nous, c'est important, voilà, c'est-à-dire de cadrer un peu le type de public, parce que c'est significatif aussi de l'intention, je veux dire, qu'il y a derrière cette formation. Alors, sur l'intention et le public, si tu veux. Alors, on visait les personnes engagées dans le milieu politique, syndical, associatif, sportif, artistique, religieux, des gens engagés. C'était notre unique volonté, des gens engagés avec lesquels on partageait un socle de valeurs. Hein. On aurait pu avoir un engagement contre la Renault. Donc, avec des gens avec lesquels on partageait un socle de valeurs communes, mais on cherchait des gens engagés. Notre idée était le fait de dire il y a dans l'engagement des compétences. Et comment est-ce qu'on va les transformer dans un métier? C'était ça. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai appelé la formation l'ENA, ils ont fait populaire des cités. Je l'ai appelé comme ça parce que c'était plus fun que la formation CEPOP, vous voyez, cadre en éducation populaire. Parce que c'était le fait de dire les cadres aujourd'hui, on les recrute uniquement dans les grandes écoles. Alors que le milieu populaire produit aussi des cadres de haut niveau. Mais ils ne sont pas reconnus dans notre rapport au savoir. On a un vrai problème en France avec le savoir en fait, populaire qui n'est pas pris en compte. Qui n'est pas pris en compte. On ne prend en compte que le savoir académique. Donc, l'idée, c'était le fait de dire on peut former des cadres de haut niveau en plus en recrutant des personnes, y compris qui n'ont aucun diplôme. Aucun diplôme. Et donc, on a pris des gens qui allaient de 21 ans jusqu'à 62 ans. Le plus vieux qu'on ait pris avait 62 ans. Là, rappelle-toi, là, c'était Charles. Et la plus jeune, c'était Élodie Cormier qui avait 21 ans. Et donc, on prend des gens de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les niveaux, mais qui ont quelque chose en commun, qui ont des pratiques d'engagement. D'accord. Alors, on pourrait revenir sur ce point, parce que là, tu insistes sur deux points, je trouve importants. Tu dis l'engagement, il y a des compétences et il y a les savoirs populaires, en opposition avec le savoir académique. Et moi, je voudrais bien que tu reviennes sur la question d'un certain moment, maintenant, quoi, sur la question engagement, ça veut dire des compétences. Quelles compétences, qu'est-ce que tu vois à travers cette affirmation, quoi? Bah, moi, si tu veux, là, ça vient déjà de mon expérience personnelle. Tu vois, voilà, tu sais, on part toujours de soi. Hein. Moi, je suis rentré dans l'MJC à 15 ans. J'ai appris à monter des concerts rock. Donc, j'ai appris aussi bien à faire une programmation, à faire de la régie, à grimper à des échelles, à faire des lumières, à concevoir des affiches, à les coller, à faire un service d'ordre, et faire les sandwichs, et le bar, et la caisse, et de gérer des sous. Bon. Moi, j'ai fait ça à 15 ans. Mes parents m'expliquaient que j'étais un bon à rien. Et j'y croyais très fort que j'étais un bon à rien. Parce que voilà, des trucs ils ont fait bon à rien. J'avais les cheveux longs en plus. Bon. Et puis, si tu veux, un jour, donc on est en 1981, donc il y a les élections présidentielles. Moi, je m'étais engagé pour Coluche, tu vois. J'avais monté un comité Coluche, moi, dans mon lycée. Rappelle-toi, en fait, Coluche s'était présenté aux élections. Et puis, il s'est arrêté, et il a appelé à voter socialiste, et les gens du Parti socialiste de la ville viennent me voir en me disant oui, on sait que vous savez organiser des concerts, oui. Est-ce que vous pourriez nous organiser un concert? Bah nous, on dit oui, quoi. Et on a organisé un concert où il y a eu à peu près, ils ont fait 1000 personnes qui sont venues.
tout s'est vraiment très, très bien passé et les gens sont venus nous en fait, féliciter, tu vois, à la fin. Ils nous ont félicités, à moi puis à mes copains. Et on se regardait, on me disait, tiens, on sait faire quelque chose, nous, tu vois. Et oui, c'était, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'est toujours resté. C'est-à-dire que j'ai appris, moi, à 17 ans, j'étais à même d'organiser une manifestation artistique et culturelle qui réunissait en fait 1000 personnes. Et j'étais persuadé que j'étais un bon à rien, hein, je te jure. Hein. Moi, c'était ça ma vision que j'avais de moi-même. Là, j'étais bègue. J'avais des parents qui me disaient qu'à l'école, j'étais pas bon et que j'écoutais une musique de Deux Sauvages et que cette musique, là, c'était une musique de chevelus, drogués, irresponsables. Donc, lorsque d'un seul coup, là, tu percutes en me disant, mince alors, je sais faire quelque chose et ce quelque chose-là, je peux le transposer à d'autres choses. Je peux le transposer à d'autres choses. Ben là, d'un seul coup, là, tu grandis à tes propres yeux. Tu vois, je veux dire. Mais j'ai eu la chance donc de rencontrer des gens qui m'ont tendu la main et qui m'ont fait confiance et qui m'ont dit que j'avais un savoir. Moi, je vois dans les quartiers populaires plein de gens qui font des choses admirables, sans qui aujourd'hui il y aurait le feu dans ces quartiers, sans qui il y aurait des gens qui en fait crèveraient de faim, sans qui il y aurait une délinquance 10 fois plus importante qu'aujourd'hui. Et ces gens-là, personne ne leur dit à quel point ils ont un savoir. Et surtout, ça viendrait à l'idée de personnes de se dire, tiens, est-ce que ces personnes-là ne pourraient pas devenir des cadres de la société? Tu vois? D'accord. Bon, tu donnes ton exemple et quelques exemples comme ça là, de référence qui sont parlants. En fait, ce que je vois dans ce que tu dis, tu dis engagement, en fin de compte, s'engager. Si je comprends, tu pourrais peut-être même préciser ce que ça veut dire engager pour toi, parce que c'est un engagement dans je dirais, dans une action sociale Oui, en publique. général. Voilà. Moi, Attends, ouais, j'appelle vas-y. engagé, moi, j'appelle engagé la personne qui quitte ses pantoufles et la télévision, tu vois, je veux dire, et qui va apprendre la pêche à la ligne aux enfants. Pour moi, c'est quelqu'un qui est engagé, tu comprends? Ou quelqu'un qui s'en va apprendre le foot aux enfants le samedi et qui les amène au match, à mes yeux, c'est une personne qui a un engagement. Et qui a un engagement aussi digne, à mes yeux, que la personne qui fait du syndicalisme hein, ou de la politique. C'est ça que j'appelle, moi, engagement. D'accord, ok. Et ce qu'il y a, moi, ça me fait penser une chose, enfin, tu réagiras par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que, si tu veux, c'est la capacité, il me semble que c'est la capacité face à une situation déterminée, que ce soit d'accompagner des enfants, des encadrés, ou de faire une action sociale dans un quartier, ou organiser un concert, etc., où, en fin de compte, tu passes euh, d'une idée, d'un projet, d'un engagement aussi vis-à-vis d'autres, à une réalisation. C'est-à-dire, tu passes de la pensée ou de l'action à la pensée à l'action, en tout cas, et de terminer quelque chose. Ça, c'est une première chose. Moi, je pense aussi au fait que il y a pas mal souvent de compétences qui sont une compétence seule, c'est une chose, mais la question, c'est le faisceau de compétences associées qui fait je dirais, force, qui fait intérêt, qui fait réalité d'une compétence pour agir. Tu as un faisceau de compétences particulières pour agir dans un milieu social. Et ça, c'est vrai que si tu veux, on a tendance à découper en petits bouts de compétences, mais oublier que la question, c'est de réellement passer à l'action, de réellement s'engager, de réellement de se côtoyer, de côtoyer les autres, de se frotter aux autres, etc., qui fait compétence en tant que tel. Voilà. Bah, moi, je dirais que plus que compétence, en fait, c'est plutôt le mot capacité, tu vois, Capacité, oui. qui me semble plus juste, hein, parce que compétence aujourd'hui, c'est un peu galvaudé. C'est-à-dire, pour moi, c'est voilà, en situation, avec ce que je suis et ce que j'ai appris, comment je suis capable d'agir. Voilà. D'agir. Et
Voilà, donc on est sur l'agir. Et c'est agir dans un processus. Agir Voilà. dans un processus, ok. Hein, Et agir, si d'être tu veux, capable d'agir avec les autres, quoi, en fin de compte, agir, si tu veux, dans un processus pour arriver à une production. à une Voilà. production. Oui, Hein, pour ok. arriver à une production. Parce qu'aujourd'hui, tout est centré sur le produit et plus rien n'est centré sur le processus. On s'intéresse au produit et plus au processus. Donc, dans l'engagement, ce que je vois, c'est aussi Mhm. vrai par rapport aux mecs qui entraînent les enfants à jouer au foot qu'un militant syndical, un militant passe par le processus, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Sinon, il n'y arrive pas. Ce n'est pas vrai. Il ne peut pas y arriver. Il ne peut pas être crédible. Tu vois, il ne peut C'est-à-dire, pas aller dire. il vit un processus, il est dans un processus avec d'autres, Oui, et il se sort de ce processus-là. Il est capable de, de, de mener un processus, d'agir dans ce processus. il se coltine un processus. Il n'a pas le choix. Continue. Tu vois, C'est il pour se ça, coltine un processus. d'accord. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il fait avec l'autre. Il n'a pas le choix. Il fait D'accord. avec. Il Il fait ne fait pas avec pour. les choses telles qu'elles sont là, et il avance là-dedans, quoi. Parce Très, que, très, tu vois, quelqu'un qui travaille sur le produit, il agit pour l'autre. Mais quelqu'un qui travaille le processus, on fait ensemble. Et c'est la chose qui est la plus complexe, tu vois. Voilà, c'est vraiment la chose la plus complexe. Tu vois, c'est vachement plus simple de dire à ta môme, range ta chambre ou de la ranger à sa place. Tu vois, dans les deux cas, c'est vachement plus simple et on y passe tous que de lui apprendre avec elle à ranger sa chambre. Tu vois, il faut vraiment plus d'amour, de temps, d'intelligence, de patience, de don de soi, etc., que de lui faire une injonction ou de faire à sa place. Et je pense qu'on est en fait dans une société où en permanence, où on fait de l'injonction, où on fait à la place de l'autre. Et les gens qui sont dans l'engagement, à mes yeux, ils se coltinent le processus avec les autres. Et en ça, ils ont une intelligence des situations. très bien, très bien. Je pense que c'est un point qui éclairant, je trouve, en tout cas, comme sur l'intention, et puis aussi ce qu'il y a derrière ces mots d'engagement. Bon, tu as dit capacité et puis aussi processus, et ça, c'est bien. Alors, bon, on a bien vu que c'était un public complètement varié, bon, avec une forme de sélection sur certains types de critères que tu as bien précisés. Alors, je voudrais venir un peu en amont aussi, justement sur les connaissances et savoir, les pratiques, les capacités qui sont enseignées de façon dans des cours formels ou pratiques ou dans l'action en tant que telle dans cette formation. Qu'est-ce que c'est que de ce qui viennent ces savoirs, ces pratiques, etc. Enfin, parce que j'ai l'impression qu'en même temps c'est la MJC, mais en même temps c'est toi et c'est quelques personnes qui ont conçu quand même cette formation, quoi. C'est Très clairement, moi, je l'ai conçu avec deux autres personnes. Vraiment. Je pense qu'il faut être honnête, on était trois à la conçu. Moi, Jean Le Bohec et ils ont fait Bruno Rémy. Bruno Rémy pour l'université. Mais en fait, Bruno Rémy, j'avais la chance de ne pas avoir affaire à un universitaire. Je crois que j'ai eu des belles rencontres. Moi, je remercierai jamais assez Bruno Rémy. C'est grâce à lui qu'on a pu la faire avec l'université. Voilà. Et Bruno n'est pas un chercheur, ce n'est pas un universitaire. C'est un prof de lettres, de lycée, un agrégé de lettres, qui est venu à l'université par hasard pour y faire quelques heures. Et puis, il y a fait plus que quelques heures. Et puis, de fil en aiguille, il est devenu un responsable du développement à la formation continue, tu vois. Et c'est avec lui que j'ai pu en fait, monter ça. Voilà. On s'est connus parce qu'il avait monté un DUT carrière sociale. Il m'envoyait des élèves en stage. Donc, voilà. Donc, c'est une histoire d'une amitié. Jean Le Bohec, lui, c'est un maître. Pour moi, je le dis, c'est un maître. C'est quelqu'un que j'ai eu en formation de directeur de MJC, moi.
c'est quelqu'un qui est un pédagogue avec lequel j'ai énormément appris et avec lequel je suis toujours resté en relation. Et d'amitié, mais aussi une relation en fait, professionnelle. J'ai passé ma vie à lui demander conseil, tu vois, à l'interroger lorsque j'étais en doute, lorsque j'étais en tristesse, lorsque j'étais en joie aussi. Voilà. Ça a été un véritable référent et confident professionnel dans ce métier où il est nécessaire qu'on ait des gens avec qui parler. Les métiers de l'éducation, ce sont des métiers complexes. Voilà. Et donc, le jour où j'ai monté une formation, c'était évident que je demanderais conseil à Jean. Voilà. Je lui ai demandé conseil. Et puis, j'avais quand même aussi, quelque part dans ma tête, un autre ami, plus compliqué que tu connais, qui est Miguel Benassayag. Bon, où là, si tu veux, c'est par rapport à ses travaux de recherche, par rapport à la souffrance sociale, où là, il y avait quand même des choses qui m'ont intéressé et des concepts que je lui ai pris. Mais là, je lui ai pris des concepts, je ne lui ai demandé aucune aide méthodologique parce que je pense que ce n'est pas du tout Miguel un pédagogue. Voilà. Ce n'est pas lui qui pouvait m'aider par rapport à une formation. Mais par rapport à certains contenus, oui. Voilà. Très, très, très franchement, je m'en suis inspiré. Donc, il faut rendre à César là, ce qui lui appartient. Ce qui était clair, c'était que je voulais faire une formation métier. Moi, j'étais sur la notion de métier. C'était une formation pour former des gens à un métier. Et donc, un métier, ça veut dire des outils théoriques et pratiques, ça veut dire des gestes métiers, ça veut dire une attitude, et ça veut dire un contenu. Voilà. Quelqu'un de métier, c'est quelqu'un qui a du contenu, qui a une attitude, qui a une posture et qui a des outils théoriques et pratiques. Parce que quelqu'un de métier, il peut aller faire ce métier n'importe où. Voilà, à Buenos Aires, à Paris, à Jérusalem, où tu veux. Voilà, tu vois, c'est ça quelqu'un de métier. Donc, ma volonté était de former des gens de métier. Donc, j'ai mis de suite en place une formation d'apprentissage, c'est-à-dire une formation par alternance. Ça me semblait évident. C'était une formation qui devait être faite par alternance comme en apprentissage. Et l'alternance, là, ce n'est pas une formation alternée. Ce n'est pas un jour on est en cours et un jour on est sur un terrain professionnel. Non. C'est comment en permanence on transpose, comment en permanence on interroge. Voilà, c'est un premier point. Mais outre certains gestes et apprentissages métier, pour moi, le métier, il se situe dans une attitude pédagogique plus que dans un contenu, lorsqu'on est un éducateur populaire. C'est plus une attitude qu'un contenu. Et donc, ce qui m'a semblé être pertinent, et c'est en ça que je pense qu'on a fait une formation transformatrice, il n'y a rien dans les contenus qui est transcendant. Moi, je te l'ai dit déjà, moi, je pense que nos contenus, ils sont sympathiques et ils sont faits par des gens intéressants, mais il n'y a aucun secret, il n'y a aucun mystère qui est délivré chez nous. Aucun. Par contre, dans la méthode pédagogique, oui, là, nous sommes innovants. Nous avons voulu mettre en œuvre une pédagogie dite institutionnelle en situation, qui est la pédagogie institutionnelle, qui est donc héritée des pédagogies de Célestin Freinet, et qui dit que, voilà, en toute situation d'apprentissage, la première chose, c'est de donner à lire le cadre d'apprentissage lui-même, de le mettre au débat en permanence et de le mettre à la contestation possible en permanence. Alors, ça, c'est un fondement pédagogique et c'est un fondement politique. Tu pourrais, oui, parce que tu fais plusieurs fois référence à ce cadre, à cette pédagogie institutionnelle. Et pour toi, c'est véritablement, effectivement, que le cadre de la formation, je dirais aussi peut-être de la pédagogie, soit clair, soit explicite pour les gens, et qu'ils puissent le remettre en cause en tant que tel, ça puisse être remis en cause par ceux qui participent à cette formation. C'est bien cela? Complètement. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire concrètement, de façon concrète dans la formation, par exemple, que vous menez à l'heure actuelle? Alors voilà, donc si jamais je me réfère à Célestin Freinet et j'en fais une transposition.
Célestin Freinet, la première chose qu'il faisait avec les enfants, c'est leur demander, en fait, qu'est-ce qu'on fout là ensemble? C'est ça la première chose. C'est-à-dire que, tu vois, on n'interroge même pas le fait qu'on va prendre 30 mômes qui ont 6 ans, qu'on va les mettre dans une salle de classe entre 4 murs avec un mec qui va leur demander de faire des choses. Ça a l'air évident à tout le monde, mais ce n'est pas évident du tout. Ça ne va pas du tout de soi. Donc déjà, en pédagogie institutionnelle, rien ne va de soi. Jamais. Jamais rien ne va de soi. Tout est sujet à interrogation, à questionnement. Donc, la première chose, c'est de dire pourquoi sommes-nous là réunis ensemble? Quelle est l'institution qui a décidé qu'il y aurait là cette formation? Quelle idéologie poursuit cette institution? Quelle idéologie est transportée dans cette formation? Qui en a les clés? Qui en a les codes? En pédagogie institutionnelle, on dit si tu veux perdre au jeu, joue avec celui qui a inventé les règles. Qui a défini les règles du jeu? Voilà. Ça, c'est ce qu'on fait en permanence. Alors, il y a derrière comment dire, une volonté en fait pédagogique, mais il y a aussi une éthique philosophique derrière. Et donc, dans cette pédagogie-là, on crée en permanence les lieux, les temps et les instances pour que, en permanence, on puisse critiquer, remettre en cause, re-questionner et faire bouger le cadre lui-même de l'institution. Moi, je me situe dans cette pédagogie comme étant le représentant de l'institution, du centre de formation. Que les choses, elles soient claires. Moi, je n'ai pas pour habitude d'être quelqu'un qui soit forcément conciliant, sympa, et qui dise oui à tout. Tu me connais, j'ai plutôt une forte personnalité, et ça va être un peu compliqué de me faire bouger. Et je le sais, mais c'est fait exprès. Tu vois, moi, je me positionne comme étant l'institution. Et pour qu'ils fassent bouger l'institution, ils vont devoir être ce qu'on appelle en pédagogie institutionnelle, être instituant. Non pas être revendicatif, être en fait instituant. On peut être en fait revendicatif et être complètement en fait conformiste. Hein. Tu vois, donc, il s'agit qu'ils fassent bouger l'institution. Et donc, ils doivent être en permanence, les stagiaires, dans une proposition, dans une réflexion, dans un travail. On les met au travail. C'est-à-dire que la première chose, si tu veux faire bouger l'institution, il va falloir la critiquer, amener des arguments, faire en sorte de nous démontrer que nous faisons fausse route, qu'il y a des idées plus intéressantes, etc. Donc, on met les gens au travail de ce point de vue-là. Et donc, dès le départ, dès l'entrée en formation, on pose le conflit comme étant au cœur, par l'expression des désaccords. Voilà. Donc ça, c'est notre subtilité. Et c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Mais par exemple, est-ce que tu peux donner un exemple justement de quelque chose qui s'est passé dans la formation là, qui est en train de se terminer, là, ce qui s'est passé, qui a été vraiment instituant et qui a créé un autre cadre ou qui a modifié un peu le cadre, qui a été accepté réellement par les enseignants ou les animateurs, formateurs. nous, on a eu, je vais donner quand même deux choses à mes yeux très importantes. En première année, donc on s'est coltiné le confinement, hein. Personne ne s'y attendait, Oui. clairement. Et nous, on est parti, tu vois, bille en tête. Il y a le confinement, je me dis, bon, ben, en fait, comment est-ce qu'on assure la continuité des cours et de la formation? Donc, je mets en place les visioconférences, machin, et on continue à faire cours comme si de rien n'était, quoi. Et au bout d'une semaine, ça a pris une semaine, bah, j'ai de la part de tous les stagiaires une revendication qui disent, attendez, c'est n'importe quoi, vous ne vous rendez pas compte que en fait, tout a changé? Et donc là, si tu veux, remise en question du cadre de la formation, remise en question du cadre universitaire, remise en question des évaluations rendues. Bon. Et il a fallu tout changer. Mais on a mené tout un travail où on a fait
sauté plein de cours où on a travaillé avec le groupe de stagiaires sur comment on allait faire en sorte de demander à l'institution, notamment universitaire, de se remettre en question. Elle a fait sauter quand même 4 UV, 4 unités de valeur, ce qui n'est pas rien. On a changé radicalement les évaluations elles-mêmes. On est arrivé à quelque chose de vraiment très intéressant. Là, je trouve qu'en première année, le groupe et nous, on a évalué là, ce travail d'être instituant. Parce que si on le transpose sur le terrain professionnel, un travailleur social, il ne fait que ça. Un travailleur social, il n'est pas là pour accompagner une misère. Il est là pour que les choses changent. Donc, il est forcément instituant par rapport à la société, par rapport au système. Et il se heurte à des choses un peu compliquées. Donc, là, ce n'est pas pour rien qu'on fait ça. On fait ça parce qu'on estime que c'est professionnellement la base de notre métier. Ensuite, en deuxième année, ils ont réussi à aller jusqu'à l'évaluation de la certification professionnelle, puisqu'ils nous ont fait changer le mode de certification professionnelle. Bon, ils ont aussi amené des changements dans les cours, etc. Alors, le souci, c'est que, si tu veux, le groupe peut déraper. C'est-à-dire qu'il peut vite confondre être instituant et être purement revendicatif. Et ça, c'est un travers qu'on repère à chaque fois. Lorsqu'on est instituant, on travaille. Tu vois, lorsqu'on est purement revendicatif, des fois, on ne travaille plus, quoi. C'est un prétexte pour ne pas travailler. Oui. Et on a pu le vivre ensemble, tu vois. Je veux dire, voilà. Là, il y a des confusions qui se font. Bon, voilà. Et c'est à nous, en permanence, à dire attention. D'accord. Merci Marc, vraiment pour ces éclairages là sur la pédagogie institutionnelle. Je ne l'avais pas entendu complètement comme ça. Là, je trouve que c'est bien plus explicite pour moi, en tout cas. Et c'est vraiment l'apprentissage aussi du changement, quoi. De comment changer les choses. Oui. Tu vois, je trouve que ça, c'est important. Et tu as parlé quand même, tu as fait référence en disant le conflit est au centre, quelque part. Parce qu'effectivement, il y a, à un certain moment, il y a l'expression d'un conflit qui va avec les formateurs, qui va être plus ou moins fort. En tout cas, c'est l'expression d'un dérangement, puis après des éléments de réflexion et de proposition. Alors, sur la question du conflit, est-ce que tu pourrais dire deux mots? Comment justement c'est traité la question du conflit dans la formation en tant que telle? Est-ce que c'est un élément fort? Est-ce que c'est comment vous voyez la question des conflits et comment vous la traitez, quoi? Alors, si tu veux, c'est à mes yeux un élément essentiel. C'est un élément essentiel parce qu'à mes yeux, l'éducation est conflictuelle. Voilà. Le secteur éducatif, l'éducation, c'est la transmission des normes et des valeurs. Donc, il n'y a rien de plus conflictuel que les normes et les valeurs. Et ça l'est avec ta propre femme, et ça l'est avec tes enfants, et ça l'est encore plus avec une belle-mère. Et nous sommes une assemblée de belles-mères lorsqu'on parle d'éducation. Tu vois, moi, les plus grosses engueulades avec ma femme, c'est lorsqu'on a parlé de l'éducation des enfants. Oui, là, tu as fait ça, tu lui as dit ça, il ne fallait pas, moi, j'aurais pas fait comme ça, etc. etc. Bon, là, ce sont des sujets éminemment conflictuels. Et lorsque je dis conflictuels, parce qu'en plus, elle touche au sensible, à l'être, à la façon dont on a été nous-mêmes éduqués, tu vois, je veux dire. Donc, les normes et les valeurs, c'est les choses les plus sensibles au monde. C'est notre rapport au monde en tant qu'être humain. C'est ce qui nous rend la vie viable et la mort, en fait, supportable, tu vois, je veux dire. Donc, ce sont des choses très, très sensibles. Alors, à la fois, il faut apprendre cette sensibilité-là, mais à la fois, il faut apprendre le désaccord. Et pour moi, j'appelle conflit l'expression des désaccords non violents. C'est ça que j'appelle conflit. Et que je ne confonds jamais avec l'affrontement. Voilà. Pour moi, le conflit, c'est dire, voilà, c'est dire en permanence, l'autre est une multiplicité. Dans cette multiplicité, on va se retrouver là sur des choses et on va être en désaccord là sur deux. Mais l'autre reste une multiplicité, l'autre reste une complexité.
Et donc, tu vois, je ne m'entends pas avec lui là-dessus, on ne se comprend pas là-dessus, je suis en désaccord avec lui là-dessus, mais là-dessus, on se comprend, là-dessus, je suis en accord, voilà. Et j'accepte cette en fait, multiplicité-là. Lorsque l'autre ne devient que le désaccord, alors je rentre en guerre avec lui. L'unique façon de l'éliminer, c'est éliminer l'autre. Je ne peux pas éliminer le désaccord autrement que par l'évitement, donc on ne se pose pas, ou alors je rentre en guerre. Et la seule façon d'éliminer le désaccord avec l'autre, c'est éliminer l'autre. Donc, on fait en sorte de leur apprendre à bien distinguer le conflit du désaccord. Voilà. Et ce n'est pas simple, parce que nos sociétés n'apprennent plus ça. Hein. Parce que je pense qu'il y a une crise du politique, et la crise du politique, c'est la crise du débat public. Et donc, nous ne sommes plus habitués à débattre. Et je constate que c'est une difficulté que j'ai eue dans chaque promotion, c'est une vraie difficulté que j'ai eue, c'est qu'il y a des gens qui souffrent du désaccord. Ils en souffrent. Mais vraiment souffrir, hein, toi. Ils n'en dorment plus, quoi. Hein. Des choses très, très compliquées. Il a fallu que je revienne derrière. Il y a même des gens qui sont partis. Mais je pense que ces gens-là ne sont pas même à pouvoir exercer ces métiers, tu vois. Si on me demande à moi, je me dis, bon, voilà, si tu ne peux pas éprouver le désaccord, l'éprouver. Tu ne peux pas être quelqu'un qui va travailler à la transformation sociale. C'est impossible. C'est impossible. Ou alors, tu es un militant, révolutionnaire qui n'a qu'une idée en tête. Et tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà, tu es un militant de lutte ouvrière qui a la vérité. Voilà. Mais si tu veux être un citoyen qui travaille à l'égale dignité de tous et qui voit l'autre comme étant égal en dignité de lui-même, obligatoirement, tu dois accepter de vivre les désaccords avec toute la difficulté que ça peut être. Et nous, durant 2 ans, on leur fait vivre à fond, on les prépare professionnellement à le vivre le mieux possible. Mais c'est compliqué. Est-ce que vous avez des pratiques ou des méthodes particulières par rapport à l'aspect des conflits ou en fin de compte, c'est que vous avez mis en œuvre ou pas? Si tu veux, on a des méthodes qu'on leur donne, mais je constate que les gens ne les utilisent pas. Je constate que 2 ans, c'est long pour une formation, mais c'est très court pour eux lorsqu'on n'est pas habitué à manier ça. Je te donne des méthodes que j'ai apprises à l'UNESCO, moi, hein, qui sont des méthodes en pédagogie de la paix et des conflits. Enfin, se mettre d'accord sur un désaccord. Tu vois? Se mettre d'accord là sur un désaccord. Moi, j'ai vu, moi, c'est quelque chose que j'ai fait avec des jeunes Israéliens et Palestiniens. Je les ai vus se mettre d'accord sur un désaccord et être tellement apaisés une fois qu'ils l'avaient fait qu'ils sortaient dehors ensemble, ils fumaient une clope, tu vois. Ils s'étaient mis d'accord sur un désaccord. Ils ne savent même plus sur quoi ils sont en désaccord. Ils ne savent même plus. C'est-à-dire que lorsque tu n'es plus dans le désaccord, mais dans l'affrontement, tu vois, je veux dire. Tu vois, voilà. Donc, c'était comment est-ce que tu repasses de l'affrontement au conflit. Mais j'ai vu, moi, des gens prêts à se frapper dessus. Vraiment, je parle de violence physique sur la question du voile en formation. Hein. Tu vois, là, sur une question comme le port du voile, j'ai vu, moi, des filles à 2 doigts d'en venir aux mains, où là, il fallait l'intervention du formateur. Et tu dis, on ne parle que d'un bout de chiffon là sur une tête, tu vois, je veux dire, bon, voilà. Qu'est-ce qui est de si important, grave, sensible là-dedans? Et eh ben, si tu veux, on est quand même dans une société où on ne sait plus faire ça. D'accord, d'accord. Tu vois? Donc là, si tu veux, je remarque que même avec les gens engagés, on part de loin. On part de loin. Pardon, oui, oui. Mais moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que la question travailler sur comment s'engager sur les conflits, comment travailler sur les conflits, ça demande du temps, quoi. C'est pas c'est pas simplement un cours ou un truc comme ça. Et
et même en 2 ans, ça peut paraître effectivement court si on Oui, là, c'est commence court. à certains moments. Je voudrais glisser justement par rapport à la question des conflits sur tout ce qui est du domaine des émotions. Parce que je veux dire, c'est en général, c'est un domaine qui est pauvrement, je dirais, traité dans beaucoup de formations et même d'éducation populaire, toute la dimension sensible. Et comment vous le faites? Comment tu peux, est-ce que tu peux donner des exemples très, je dirais, des exemples des pratiques que vous avez eues, que vous avez par rapport au traitement des émotions, de l'accueil des émotions? Est-ce que vous traitez ça? Est-ce que vous considérez ça comme important? Comment vous vous travaillez c'est une compétence autour, je dirais, de l'intelligence émotionnelle des gens? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que c'est présent et de quelle façon? Alors, nous, on définit l'éducation populaire comme étant l'alliance du sensible et du raisonné. Ah Voilà. oui. Bon, donc, le sensible est tout le temps présent, plutôt que les émotions. Tu veux, le sensible, la sensibilité. Et les sens, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire le sens qu'on donne, mais c'est aussi le sens que l'on prend, et c'est le sens, les 5 sens. Donc, le sens est tout le temps présent et le sensible aussi. Alors, ça commence comment? Ça commence déjà que on commence dès le 2e jour de la formation par un exercice biographique. Donc, il y a 20 personnes en formation. Les 20 vont devoir décider de ce qu'ils disent d'eux aux autres. Nous sommes tous construits là sur des trajectoires et c'est sur un héritage social et culturel. Et donc, chaque personne va devoir donner à l'autre sa biographie. Alors, il est libre d'y mettre 10 minutes ou d'y mettre 1 heure. Il est libre de dire tout ce qu'il veut dire. Personne n'a à lui poser de questions. Personne n'a rien à dire à l'issue de ce qu'il va dire. On lui demande juste est-ce que c'était difficile ou pas difficile. Voilà, c'est l'unique chose qu'on lui demande. Et ça avec Et des dessins aussi, des non, dessins, bah, des ils font ce qu'ils écritures? veulent. Ils font ce qu'ils ils font ce qu'ils veulent, mais en général, ils le parlent. C'est en général très sensible et la moitié des gens pleurent. Je remarque que la moitié des gens pleurent dans cet exercice-là. Ils pleurent parce qu'ils parlent de choses. On ne vient pas à une formation comme ça par hasard, pas le fruit du hasard. Parce que tu te mets à raconter ta vie et ils en racontent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. On touche à des choses forcément sensibles. L'héritage, les parents, d'où on vient, ce qui nous est des étapes importantes de sa vie. Voilà. Donc, c'est le premier exercice est sensible. On ne leur demande pas une présentation institutionnelle comme on le fait, on leur demande une présentation sensible. Parce qu'on pense que pour pouvoir travailler ensemble de 2 ans, il faut qu'on se connaisse. Entre parenthèses, dis-toi que ça serait bien qu'un conseil municipal fasse le même travail. Ce sont des gens qui vont avoir à prendre des décisions majeures par rapport à l'avenir de leurs administrés. Bien souvent, ils ne se connaissent même pas. C'est pareil avec une MJC. Tu vois. Donc, moi, c'est un exercice que je fais à chaque fois. Chaque fois que j'ai un groupe, je fais cet exercice et je remarque qu'après, les gens ils se comprennent mieux. Lorsque tu as donné un peu de toi à l'autre, parce que tu lui as donné un peu, ben l'autre, il t'en donne aussi et tu comprends mieux l'autre. Tu dis, ah ben ouais, là, je comprends, parce qu'il dit ça, parce qu'il a vécu ça, etc. Donc, on commence déjà par ça. C'est un exercice qui nous prend facilement 1 semaine. Et alors, on rebondit, nous, si tu veux. Hein. On rebondit, les formateurs, on rebondit sur ce qui est dit, on donne des concepts, etc. Mais c'est un exercice qui est, à nos yeux, indispensable. Ensuite, si tu veux, on dit, voilà, on est quand même, on travaille à la transformation sociale, donc on travaille à la justice sociale, à une redistribution sociale. Et la justice est fondée sur des critères de justice. Ces critères de justice sont uniquement sensibles. C'est-à-dire qu'un enfant ressent l'injustice, il la ressent. Mais il ne peut pas penser le juste. Le juste, il ne peut pas penser. L'injuste se ressent, le juste se pense. Eh bien,
Moi, je pense que quelqu'un qui est un travailleur social doit être en capacité d'être affecté par le monde et donc de ressentir l'injustice. Plus il va ressentir les injustices de ce monde, plus il va agir, plus il va vouloir agir, inventer, innover, chercher, trouver, etc. Et là, il va lui falloir être rationnel, avoir des éléments de rationalité. Mais cette danse intérieure, c'est une danse intérieure. Du sensible au raisonné, elle part d'abord par le ressenti. D'abord parce que je ressens. Et donc, contrairement à toutes les formations qui se font dans le social aujourd'hui, on leur dit pas d'affect, il faut être débile pour dire ça. Nous, on dit laissez-vous affecter. Soyez affectés par le monde. Laissez-vous affecter. Mais ensuite, par contre, gérez-le, quoi. Voilà. Mais laissez-vous affecter, ça part de ça. Tu vois, et c'est tout, c'est toute la différence entre Ambroise Croizat qui invente la Sécu et un technocrate énarque qui invente le RSA, c'est qu'il y en a un qui part du sensible de sa vie de mineur, tu vois, et l'autre qui part du raisonné d'un cabinet de ministre. L'un, il va partir d'abord de ce qu'il a ressenti, et l'autre, il part de ce qu'il pense. L'un part d'abord du ressenti de l'injustice, et l'autre pense le juste sans avoir rien ressenti. Oui. Donc, je trouve en tout cas que ça, c'est vraiment puissant et important, ce levier, quoi. Et je veux dire, et ce qu'il y a, c'est que tu dis affecté, se sentir affecté, d'être conscient d'être affecté, quoi. La conscience de l'émotion et la conscience de cette affection. Et parce que souvent, c'est très mêlé. On est affecté, mais aussi on mélange avec le raisonné, etc. On ne sait plus où est-ce que sont les choses. Enfin, et toi, je trouve en tout cas que là, ce que vous avez pointé, ce que vous faites, là, me semble très, très, très important. Enfin, je ne sais pas, tu voulais peut-être dire quelque chose de plus là sur la question de l'affection. Je voulais te demander juste un petit peu. Attends, affectation. Si tu veux, bon, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce point-là? Je semblais que tu voulais rajouter un point là, sur si tu veux, moi, je pense que notre surface d'affectation diminue. Voilà. Y compris la mienne. Hein, je le sens. Je pense que c'est lié aux évolutions de la société. C'est lié à ces images permanentes d'information. C'est lié, tu vois, par exemple, moi, je ne sais pas, mais je trouve ça complètement dingue. Marine Le Pen risque d'être présidente de la République. Voilà. L'an prochain, les sondages la mettent à égalité presque avec Macron. Rappelle-toi ce que ça aurait été il y a juste en 2002. Tu vois ce que je veux dire? Bon, eh bien, on arrive à ne plus être affecté par le monde. On arrive à ne plus être affecté par les images de misère, par les gens qui nous tendent la main dehors, voilà, tu vois, moi, je veux rester affecté. Voilà, je veux rester affecté. Je veux être affecté par les ancêtres, par les générations futures, par mon voisin, par la nature, par les oiseaux, par la musique, par la poésie, par l'amour. Je veux rester profondément affecté. Et je pense que nous avons un travail à faire aujourd'hui, parce qu'on réduit de plus en plus la surface d'affectation des gens. C'est comme ça que j'explique, moi, qu'un môme de 13 ans peut aller en tuer un autre ou une broutille. Ce qu'on vit là, enfin, c'est quand même assez terrible. D'accord. Écoute, on pourrait passer là sur je dirais des éléments de capacité, bon, de compétences, mais de capacité, qui nous semblent, nous, importantes en tout cas. C'est tout ce qui est autour de savoir créer les conditions de l'intelligence collective, tu vois, et aussi de créer les conditions, je dirais, de l'intuition individuelle, mais aussi collective, tu vois, dans un groupe, dans un. Et est-ce que c'est quelque chose qui traverse un peu cette formation? C'est une préoccupation? Est-ce que c'est central? Est-ce que c'est anecdotique? Ou est-ce que c'est quelque chose de transversal? Comment est-ce que vous traitez ce genre de type de capacité et de compétences? Alors, on le traite, mais on le nomme autrement que tout.
mais c'est lié à au niveau professionnel, en fait, un patois. Je veux dire que chaque métier a son patois professionnel. Nous, on a un patois qui touche la dynamique de groupe, mais c'est exactement de ça dont on parle. Moi, je pense qu'on leur apprend à savoir lire un groupe. Ça fait partie des capacités et d'un savoir métier que de savoir lire un groupe. Là, c'est le même travail qu'un électricien de savoir lire une installation électrique, tu vois. Un professionnel de l'éducation populaire, du travail social doit avoir la lecture d'un groupe extrêmement rapide. Il faut qu'il pige très vite ce qui se passe en termes de dynamique de… Tout groupe génère ses leaders et ses laissés pour compte, voire même ses boucs émissaires. Et les groupes, ensuite, il y en a de toutes sortes. Tu as des groupes qui sont des groupes ludiques, tu as des groupes affectifs, tu as des groupes qui sont très productifs, tu as des groupes en fait conflictuels. Bon, il en existe de mille sortes. Il faut apprendre à les lire aussi. Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à les lire? Parce que notre travail consiste de mettre les gens en mouvement et en action pour l'agir, tu vois. Bon, voilà. Être en capacité de les mobiliser et de les mettre en mouvement pour les faire participer à de l'action collective. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on fait en permanence. Et on le fait en utilisant le groupe lui-même comme étant le lieu de lecture de ce qui se passe et le lieu de production. Donc, le groupe des stagiaires, on le met à contribution énormément. Ce que je remarque là-dessus, c'est qu'à la sortie, peu savent lire un groupe. Ça, par contre, je me rends compte que là aussi, la société moderne a fait des dégâts, des choses qu'on savait faire, notamment dans le sport. Hein. Le sport, c'est faire des choses très intéressantes par rapport à ça. Je pense au sport collectif. Moi, j'ai appris des choses lorsque j'ai fait du foot en minime et en cadet, tu vois, lorsque j'étais préado. J'ai appris des choses là qui m'ont été transmises et des choses que j'ai comprises de tout seul, que plein de gens ne savent plus aujourd'hui. Vraiment. Et qui repère ça? Le management. Ça, c'est dingue. Eux, par contre, ils savent lire ça. Alors ça, alors je peux te dire qu'eux, on leur enseigne ça. Donc ça, ce sont des outils qui viennent de chez nous et qui nous ont pris, tu vois, je veux dire, qui nous ont pris là pour nous les retourner dans la tronche. Et par rapport à ça, si tu veux, moi, comment est-ce que je le traduis aussi? C'est que je pense que on essaye d'apprendre à nos cadres d'être stratèges et pas seulement opportunistes. Le milieu populaire est opportuniste, il n'est pas stratège. Les riches sont stratèges. Voilà, c'est la force des riches, ils sont stratèges. Moi, mon ambition, c'est de rendre le peuple stratège, quoi. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Le populaire est opportuniste, oui. Moi, je l'ai vécu avec mon père. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que, bon, là, tu touches la question de savoir, de la lecture du groupe, de qu'est-ce qui se passe dans le groupe, etc. Mais cette question-là, elle est liée aussi beaucoup à la position de la personne dans le groupe, comment elle se sent dans le groupe, comment elle réagit vis-à-vis du groupe, quoi. C'est cette dialectique de soi-même et le groupe, quoi, tu vois, qui est en jeu, qui est quelque chose de pas facile, qui n'est pas simple, hein, parce qu'on est aussi affecté par les réactions dans le groupe, etc. Et donc, ça nous bloque pour aussi, parce qu'on peut être complètement bloqué par telle ou telle réaction dans le groupe et ne pas voir l'ensemble, tu vois, de ne pas être capable de voir l'ensemble, donc de ne pas avoir la capacité de recul, la capacité de sentir, etc. Mais c'est tout un boulot, effectivement, très important. Et bon, je sais pas, enfin, moi, je vois des compétences que l'on développe, par exemple, toi, on ne va pas développer ça, mais non, process work, très, très importante par rapport à ça. La lecture du groupe, mais
Mais si tu peux en donner un peu plus, dire un peu plus là sur cette question, moi je trouve que ça me paraît aussi Si important. tu veux, moi, ce que je pense, c'est que euh, aujourd'hui, enfin, le management s'est accaparé ces techniques-là qui venaient de chez nous, qui venaient vraiment de l'éducation, du sport, tu vois, l'animation socioculturelle. On était les spécialistes de ça. On nous a enlevé ça, parce qu'on nous a enlevé l'éducation pour nous laisser seulement le contrôle social, tu vois, je veux dire, voilà. C'est le management qui s'est emparé de ça. Le management est stratège par rapport à ça. Et nous étions stratèges, nous ne le sommes plus. Et je le vois, je vois une diminution des compétences chez les leaders politiques, syndicaux, etc. Tu vois. Euh, pourquoi est-ce que je dis ça? Je vais te prendre un exemple. C'est un exemple que je prends très souvent pour expliquer la différence que je fais entre être opportuniste et être stratège. Le peuple est opportuniste. Il a en fait appris ça. Moi, j'avais un père, chaque fois qu'on se promenait dans la rue et chaque fois qu'il voyait une chaise qui traînait, vous encombrant, il la prenait. Une chaise, une petite table, n'importe quoi, en disant ça peut servir. Tu vois? Il encombrait la cave du HLM qui était pleine à craquer. Ma mère hurlait. Et ça n'a jamais servi à rien. Tu vois, voilà. Mais voilà, ça le rassurait en disant ça peut servir. Parfois, on arrivait à le donner à quelqu'un, mais on était vraiment très, très content. Eh ben, les gens qui sont les gens aisés, riches, etc., ben, je peux te dire qu'ils ne ramassent pas les chaises qui traînent. Quoi. Tu vois, ils savent avoir un coup plus loin en disant ça, ça, par contre, là, voilà. Là, tu vois, en fait, stratégiquement, ça, il me le faut. Moi, je leur reconnais un savoir tel que celui-ci, tu vois. Ils ont ça. Et donc, si on veut émanciper le peuple, et notamment les plus humbles, il faut leur apprendre à être stratège. La stratégie, elle passe par une lecture fine des situations des autres collectives. Ça passe par là. Le management, aujourd'hui, il sait faire ça. D'accord? Il ne faut pas oublier d'où il vient le management. Hein. Il vient de Elton Mayo. Hein. Elton Mayo, comment il découvre le management? Je ne sais pas si tu es au courant de cette histoire. Ça se passe en 1932. Il va faire des études. Lui, c'est un sociologue un peu en fait minable, hein. Pas très intéressant. Bon, il fait des études là, sur la production, là, dans les chaînes de production. Et il s'en va, il isole donc des femmes donc, qui travaillent là, sur des chaînes de production de radio. Elle fabrique des radios, des circuits. Et il isole en fait 4 femmes. Tu vois, il isole 4 femmes. Il les isole, il les met en fait, dans une pièce et il les fait travailler ensemble. Et il fait en fait sur elles des expériences. Il monte le chauffage, il baisse le chauffage, il met de la lumière, il enlève la lumière. Des trucs assez horribles en plus. Il les traite en souris de laboratoire et il constate que la production augmente. Et plus il augmente les expériences, plus il fait, enfin, et plus, si tu veux, la production augmente. Mais en fait, pire que ça, tous les gens qui sont sur la chaîne à côté, leur reproduction augmente aussi. Et donc, il les interroge, il leur dit, expliquez-moi, pourquoi est-ce que ça augmente, quoi? Et les personnes, elles lui disent quoi? Parce qu'on s'intéresse à nous. Tu vois, voilà. Parce qu'on s'intéresse à nous. Bon, ben voilà. Très bien. Ça, c'est une découverte incroyable. C'est une découverte incroyable. Et tout le management va se construire là-dessus. C'est-à-dire qu'on va, ils ont fait manipuler les gens, on va en fait s'intéresser à eux pour qu'ils soient plus exploités et qu'ils produisent plus et mieux. Ce n'est pas du tout notre vision des choses, tu vois. Mais eux, aujourd'hui, ça, ils l'ont compris. Et donc, ils nous l'ont enlevé à nous. Notre milieu professionnel qui avait une lecture fine de ce genre de choses, ce que tu appelles comment ça se passe dans les interactions, on avait une lecture très, très fine qu'on a perdue. Donc, elle reste dans le sport de très haut niveau, tu vois,
et dans le management. Et d'ailleurs, le management vient chercher les entraîneurs de très, très haut niveau. Tu vois. Oui, oui. Et ce qu'il y a, c'est qu'en tout cas, moi, je te parlais tout à l'heure d'intuition individuelle et collective. Et l'intuition, c'est tout le temps un élément, tout le temps de stratégie, tu vois, nouvelle, de faire le lien entre telle et telle chose pour faire une nouvelle action, pour se projeter dans le futur, etc. Et en tout cas, et l'intuition, c'est pas individuel et collectif, c'est pas quelque chose qui est mis en avant dans la formation à l'heure actuelle, ni à l'éducation nationale, dans plein d'endroits. Sauf que c'est mis en avant où, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, à HEC. Tu Ben vois, oui, mais oui, c'est-à-dire on dit, ah oui, ça c'est très important mais de oui, développer mais oui. l'intelligence, l'intelligence autour de l'intuition, quoi, tu vois. Eux, ils l'ont compris. Ah, Eux, ils l'ont tu vois, compris. ils ont Mais oui, compris, mais c'est et ce ils que je disent, te c'est dis. pour nous, c'est pour nous, Mais oui, c'est pas pour les autres. Tu vois. mais le management a compris ça. Le management Ouais, est oui, très intelligent. Le ouais, management, il nous a tout pris. ouais. Il nous a tout pris. Il nous a enlevé tout notre jus. Il nous a laissé à sec et il a pris tout ce qui était important, mais pour nous le retourner contre nous. Tu vois, je veux dire. Ouais, ouais, C'est ouais, ça qui je est. suis d'accord, je suis d'accord, Donc, je suis d'accord. voilà. Et tu vois, et après, on est sur la formation raisonnée, les objectifs, etc., etc. Mais je veux dire, on travaille plus du tout cette matière-là, quoi. Mais HEC, ils sont pas cons. HEC, ils savent très bien que tu fous une bagnole, enfin, tu mets une fille à poil sur une bagnole et le mec achète une fille à poil. Ouais. Donc, si tu veux, mais eux, ils ont compris ça et ça leur pose aucun problème. Eh ben, dans les milieux raisonnés, ça pose un problème. Tu vois, Ouais. oui, ben, il faut en fait accepter que l'homme est irrationnel. Enfin, voyons, c'est une évidence. Ouais. Ça. Et Très donc, bien. si tu veux, euh, euh, chez nous, c'est quelque chose que, bien sûr, on met en avant très fortement. Mais c'est lié au raisonné. Voilà, c'est D'accord. l'alliance du sensible et du raisonné. Écoute, Max, bon, je pense que je ne vais pas rentrer à part si toi tu as envie, mais on n'a pas beaucoup de temps là maintenant, Non, sur non, on va l'aspect s'arrêter là. justement des formations, je veux dire, du caractère transformateur de la formation. Je pense que pour moi, en tout cas, elle est transformatrice et tu l'as démontré dans pas mal de tes réflexions, de vos pratiques, etc. Ce que je voudrais aborder, c'est la question de l'évaluation dans la formation. La place de l'évaluation, comment elle se fait, en quoi, tu vois, est-ce qu'il y a bon, je sais qu'il y a un diplôme, etc., mais en quoi aussi elle a un caractère ou pas transformateur, quoi. Mais ça, en fait, par contre, on n'est pas bon. Je te le dis comme je peux. Vraiment, on n'est pas bon. D'abord parce que on est en France. Est-ce qu'il y a une auto-formation, une auto, tu vois, Non, enfin, euh, franchement, là-dessus, là, je ne vais pas te vendre ouais, du ouais, ouais, vent. On n'est pas bon. Voilà. Euh, Pourquoi est-ce qu'on n'est pas bon? D'abord, premièrement, parce que institutionnellement, pour pouvoir avoir un financement, il a fallu qu'on aille. En France, de toute façon, pour que tu aies un financement par rapport à de la formation professionnelle, tu es obligatoirement, tu passes par le diplôme ou le titre professionnel. Le diplôme, c'est délivré par l'éducation nationale. Bon, l'éducation nationale, l'université, tu passes par leur fourche codine et tu as beau négocier, faire des choses, c'est eux qui décident. Bon, voilà. Et ils décident avec quoi? Avec une note. Ils savent rien faire d'autre. Voilà. Ils sont pris par la note et on n'en sort pas. Alors ensuite, on peut jouer. Donc, on joue par rapport au contenu, on joue par rapport aux intitulés, on joue par rapport aux évaluations elles-mêmes et aux formes d'évaluation. Là-dessus, on peut jouer, mais à l'arrivée, tu as une note. Et celui qui a zéro, tu vois, voilà. Et celui qui n'a pas la moyenne, ben voilà. Donc ça, c'est le premier problème sur lequel, malheureusement, à ce jour, on n'a pas réussi à agir. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on délivre une certification professionnelle. Où là, si tu veux, on a une marge de manœuvre bien plus grande que sur le diplôme universitaire. Mais là, on rencontre de vrais problèmes qui sont liés à la société actuelle. Moi, je pense qu'on vit une crise de l'autorité. Vraiment, je le pense. Je pense que cette crise de l'autorité va nous conduire à devenir autoritaires. Tu vois, il ne faut jamais oublier que les penseurs de l'éducation, ce sont d'abord les anarchistes. Ce sont eux qui ont pensé l'éducation, plus que tout le monde. Ils sont fait trois à avoir pensé l'éducation, les anarchistes, les républicains et les chrétiens sociaux. C'est eux qui ont pensé l'éducation. Et personne d'autre. Vraiment, personne d'autre.
Mais ceux qui ont le mieux pensé, le plus pensé l'éducation, ce sont les anarchistes. Les anarchistes, ils sont pour une société sans État. Ils ne sont pas pour une société sans règles, bien au contraire. Bien au contraire. Et pour qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des autorités. Nous vivons une crise de l'autorité. L'autorité des parents, l'autorité du professeur, du maître d'apprentissage, etc. Moi, je le pense vraiment, et ce qui va conduire la société à devenir de plus en plus autoritaire. Et cette crise de l'autorité, ben, moi, je la vis formation après formation. Je me situe, moi, comme un maître d'apprentissage. Et je tiens à ce mot-là. Le maître, c'est quelqu'un qui libère l'autre, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui le domine, hein. C'est quelqu'un qui le libère. C'est quelqu'un qui émancipe. C'est quelqu'un qui va élever l'autre. Eh bien, c'est quelqu'un qui, en échange, se permet, s'autorise d'avoir un regard sur la pratique de l'autre. Moi, je regarde la pratique de l'autre. Je lui dis, voilà, là, j'estime qu'en termes de métier, en termes de gestes métiers, de posture, d'utilisation de tels outils ou tel autre, tu fais erreur. Bon, eh bien, je veux dire ça aujourd'hui à quelqu'un, c'est très compliqué. Mais vraiment, je te le dis, hein, je remarque, alors tu veux, là, tu fous les gens à l'école, les profs là, leur foutent des notes et ils vont respecter l'institution, ils ne la remettent pas en question, tu vois, mais que quelqu'un ait un regard sur leur posture professionnelle, hormis dans le monde ouvrier, où c'est encore autorisé, tu vois, ou dans une boulangerie, ou dans les cuisines, enfin, chez les artisans, qu'un cadre ait un regard de cadre sur un autre cadre, c'est très, 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 très compliqué. Bon, voilà, ça je le dis. Donc, moi, personnellement, par rapport au travail d'évaluation, je suis mécontent. Et je pense qu'on n'est pas du tout à la hauteur de… Très bien. Eh bien, écoute, très bien. Bon, au moins, il y a un élément critique, je veux dire, sur la formation. Il y en aura certainement d'autres. Mais en tout cas, on avait un temps limité là d'1 h 15. Et en tout cas, je trouve qu'on a fait le tour, en tout cas, de cette formation CEPOP qui est vraiment porteuse, transformatrice, je trouve, qui est un élément de référence. J'espère que vous allez pouvoir continuer à mettre en place les d'autres cycles de formation. Je ne suis pas sûr, mais je l'espère en tout cas. Et je te remercie, Max. Et puis, je remercie Nathalie aussi. Voilà, très bien. Nathalie qui a pris des notes et qui nous accompagne dans ce travail sur les formations transformatrices. Voilà. Mais écoute, merci. Et puis, à bientôt. À bientôt. On fera des interviews de personnes du CEPOP, j'espère. Voilà. OK. Allez, bonne Au revoir. journée. Au revoir. Voilà. Arrêtez.